Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur la méca du solide. Alors dans un premier temps, on va voir les nouveautés par rapport à la mécanique du point, parce qu'il y a pas mal de choses qui changent quand même. Ensuite on verra quelles sont les forces qui sont appliquées sur un solide, et surtout quelles sont les énergies qui sont associées. Et dans un dernier temps, évidemment, quelques exemples pour comprendre un peu mieux ces phénomènes. Alors, dans les nouveautés relatives à la méca du solide, il va falloir qu'on trouve des théorèmes qui nous permettent de mettre suffisamment d'équations en fait sur notre solide, qui va pouvoir cette fois avoir un mouvement propre, comme un mouvement de rotation par exemple, un mouvement de rotation propre, ou un mouvement de translation et de rotation. Donc, vous voyez, ce sera un peu plus compliqué que pour un point. Donc ici, dans les nouveautés, on a une nécessité, donc de paramétrer différents types de mouvements. Différents types de mouvements. Alors, du coup, comment on va faire pour les translations? Donc, comment on va faire pour les translations? On va encore appliquer le principe fondamental de la dynamique, mais cette fois, où? Où ça? Donc, déjà dans les translations. Ce principe fondamental de la dynamique, il va falloir l'appliquer sur un point qui va permettre d'écrire le mouvement d'ensemble du système. Donc là, je pense que vous l'avez deviné, on va l'appliquer à ce qu'on appelle le centre d'inertie ou le centre de masse. Autrement, le barycentre. Donc ça va être le point en fait qui va être immobile quand vous allez faire tourner l'objet sur lui-même. C'est ce point-là. Donc ici, pour les translations, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc de la dynamique au centre d'inertie, qu'on note souvent G, comme quand on travaille en mathématiques sur les barycentres. Donc ça c'est pour les translations. En fait, tous les mouvements de translation ils vont pouvoir on va pouvoir les appréhender comme le mouvement de G. Mais on n'a pas que des mouvements de translation, on a maintenant des mouvements de rotation. Donc comment on va faire pour les mouvements de rotation? On va être obligé d'appliquer une autre loi qui est le théorème du moment cinétique. C'est-à-dire qu'il va falloir définir pour notre solide ou pour notre ensemble de solides, il va falloir définir un moment cinétique et on va étudier cette variation du moment cinétique en fonction des moments des forces qui s'appliquent sur notre objet. Donc ici pour les rotations, donc théorème du moment cinétique. Donc, alors évidemment on va l'appliquer aussi sur le point G. Donc voilà, en fait, c'est tout ce qu'il faut savoir sur la méca du solide, c'est qu'on va appliquer les théorèmes sur G. Il faut se rappeler que la description en fait, est plus compliquée que pour un point matériel, parce que là, cette fois, la rotation propre de l'objet peut avoir un impact sur le mouvement. D'accord? Alors, donc au-delà de ça, on va étudier des cas particuliers, en fait, des cas particuliers où on va avoir soit des translations, soit des rotations. Donc, je vais appliquer les théorèmes et puis vous allez essayer de voir ce qui se passe pour mon objet. Donc là, j'ai répertorié à peu près tous les cas qu'on peut avoir sur les résultats en fait, entre ces deux théorèmes. Donc imaginons qu'on ait un système dont la somme des forces extérieures ne se compense pas et dont la somme des moments des forces extérieures ne se compense pas. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une rotation et une translation. Rotation et translation, en fait, vous avez un mouvement dont le moment cinétique varie, et aussi dont la position en fait, du barycentre G n'est pas un mouvement rectiligne uniforme. Donc là, vous avez vraiment un mouvement quelconque. Donc là, on pourrait dire que c'est un mouvement quelconque. Là, dans tous les autres cas, vous voyez que j'ai
au moins annuler soit la somme des forces extérieures, soit la somme des moments des forces extérieures. Donc dans ce cas-là, imaginons que la vitesse du barycentre soit nulle aussi. Alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'ici, je n'ai aucune accélération du barycentre. Par contre, les moments des forces extérieures ne se compensent pas. Donc du coup, j'ai quel genre de mouvement? Ici, j'ai une rotation. Une rotation qui va être accélérée. Une rotation qui augmente en fait qui augmente ou qui diminue avec le temps. Donc là, j'ai un mouvement de rotation. Je vais faire la même hypothèse en dessous. Je vais dire que ici, la vitesse angulaire, donc θ point ou oméga, est nulle. Elle est nulle. Et en plus, je n'ai aucun mouvement qui s'applique sur mon objet. Alors, ici, vu que j'ai un mouvement qui va être accéléré, vu que la somme des forces extérieures ne se compense pas, j'ai quoi? J'ai un mouvement de translation. Donc un mouvement de translation. Et dans le dernier cas, donc si je ne fixe aucune hypothèse, alors je suis dans un mouvement que je pourrais décrire de rectiligne avec une rotation constante, d'accord? En appliquant ici les corollaires de la deuxième loi de Newton. Et puis là, en voyant que j'ai aucun moment de force qui s'applique sur G. Hein. Et donc, si ici je fixe encore une fois Vg égale 0 et que ici je dis que oméga est nul, alors là je n'ai pas de mouvement. D'accord? Donc tous les cas qu'on peut rencontrer, on peut en déduire donc, que les moments en fait ils poussent à la rotation, les forces poussent à un déplacement de notre centre de gravité. D'accord? Maintenant, parlons un peu des forces et des énergies qui entrent en jeu quand on décrit un solide. Alors, un solide, on peut le considérer, donc je vais prendre l'exemple d'un bloc sur une pente. Un solide, on peut le considérer comme posé sur la surface, et donc en interaction avec cette surface. Si ici, je m'intéresse au poids, alors je vais l'appliquer ici sur le centre de gravité, vers le bas, égale à mg. Alors qu'est-ce que j'ai comme autre force ici en présence? J'ai la force que je vais appeler la force normale. Je l'ai placée arbitrairement sur la surface. Nous verrons après comment on peut la placer avec grande précision. Et puis quelle autre force entre en présence? C'est la force tangentielle. Donc, force tangentielle. La force normale et tangentielle sont des forces dites de frottement. Mais bon, alors que la force normale ne travaille pas quand on a un déplacement, la force tangentielle, elle, va travailler. Donc c'est une force qui peut être une source de système non conservatif, en fait. Alors, ces forces, il va falloir qu'on les décrive. Et donc pour ça, on va utiliser les lois de Coulomb. Donc que nous disent les lois de Coulomb? En fait, les lois de Coulomb permettent de déterminer T à partir de la force normale. Donc, la force tangentielle à partir de la force normale. Donc les lois de Coulomb font deux distinctions. D'abord, la première distinction, c'est celle du mouvement. Alors, on va dire qu'il n'y a pas de mouvement dans un premier temps. Bon, évidemment, en l'absence de mouvement, il va quand même falloir qu'on trouve la norme de T. Donc la norme de T, ici, on va pouvoir l'obtenir en appliquant la loi qui est au-dessus. On sait que la somme des forces vaut 0. Imaginons qu'on projette sur cet axe-là. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la valeur mg sinus alpha qui va se compenser en fait avec la norme de T. Donc ici, la norme de T, on sait qu'elle va être égale à mg sinus alpha. D'accord? Donc le deuxième critère, c'est quand on a du mouvement. Donc si par exemple, si mon bloc se déplace sur la rampe, alors
Alors ici, t va prendre une valeur fixe. Et cette valeur sera égale à un coefficient qu'on va appeler mu d, mu dynamique cette fois, multiplié par n. Donc, dans la pratique, c'est une information assez importante, mu d, c'est à peu près égal à mu s. Pourquoi on fait la distinction si c'est à peu près égal? Parce que ce n'est pas exactement pareil. En fait, mu s est un tout petit peu plus grand. C'est un phénomène qu'on peut assez facilement remarquer quand on pousse un objet et qu'on arrive enfin à le mettre en mouvement, il parcourt forcément une certaine distance. Parce que finalement, le coefficient ici dynamique va être un tout petit peu plus faible que le coefficient statique. Donc vous avez une résistance qui sera un peu plus grande. Donc certaines situations où en fait vous avez la même force T, mais vous pouvez n'avoir aucun mouvement comme vous pouvez avoir du mouvement. Donc ça paraît un petit peu paradoxal, mais les lois de Coulomb sont essentiellement empiriques, donc finalement c'est pas si gênant d'avoir ce genre de choses. D'accord. Alors, vous comprenez bien qu'ici, vu que les forces ne se compensent plus, on a bien une accélération, on ne peut pas appliquer somme des forces égale 0, on ne peut pas avoir une expression aussi précise que tout à l'heure sur t. Donc on sait que ce sera égal à mu des fois n, et n, si on prend la projection, n est constant, hein, quel que soit mouvement ou pas mouvement, et on sait que ce sera égal à mg cos alpha. On va faire le calcul. Donc voilà, ça s'appelle les lois de Coulomb. Alors maintenant, petite question. Où est le point d'application des forces n et t? Donc le point d'application, la résultante, on va dire. Alors, on va refaire le schéma. Et puis on va réfléchir sur la nature du mouvement en fait, de notre objet. Donc, mg, on sait qu'il s'applique au centre de masse. Donc ici, je suppose que le solide est homogène, je place à peu près ça sur le centre. Bon. Maintenant, imaginons que je place n'importe comment ma force tangentielle et ma force normale. Donc par exemple, comme ça. Alors, quand je fais ici la somme de ma force normale et de ma force tangentielle, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une force comme ça, que je vais dire d'intensité égale au poids, par exemple. Donc ça ici, ça c'est quoi? C'est n plus t. Et puis je vais dire qu'on observe n plus t égale moins mg. Autrement dit, somme des forces extérieures qui est égale à n plus t plus mg, finalement s'annule. Hein. Alors qu'est-ce que j'en conclus sur le mouvement de l'objet? Donc là, je suppose que vous vous dites, ok, il n'y a aucun mouvement, pas de problème. Eh bien non, rappelez-vous que dans le cadre de la mécanique du solide, cette équation ne suffit pas pour qualifier le mouvement global, donc pour mettre en équation le mouvement global de notre objet. Ce qu'il faut, c'est cette équation-là plus la deuxième équation qui est le théorème du moment cinétique. Somme du moment des forces extérieures doit aussi être nulle. Est-ce que c'est le cas? Très clairement, regardez, là, la droite d'application du poids passe par le centre de gravité. Donc cette force cette force n'a pas de moment donc, sur le centre G. Par contre, cette force, elle a un moment. Donc du coup, là, ce que vous avez décrit, c'est un système qui va entrer en rotation. Donc finalement, on s'est trompé au point d'application de la force T et de la force N. Le vrai point d'application de ces forces, donc là je pense que vous l'avez deviné, le vrai point d'application de ces forces, il est ici.
C'est-à-dire qu'il faudrait refaire le schéma en mettant la force n ici, la force tangentielle ici. Et là, comme ça, on vérifiera en fait que la somme n plus t passera bien par le centre de gravité. La condition, c'est qu'en fait la force n plus t passe par le centre de gravité. Alors, quand même, un bref rappel sur l'énergie. L'énergie d'un solide, donc avec un mouvement quelconque, il va falloir à la fois prendre l'énergie cinétique en compte, l'énergie potentielle en compte. Ça ne change pas. Mais alors, du coup, l'énergie cinétique, comment je l'exprime? Tout simplement, 1 demi de m vg au carré, donc avec la vitesse dans le référentiel galiléen de mon point G. Mais pas que. Il y a cette énergie de translation, mais il y a aussi une énergie de rotation à prendre en compte. Donc du coup, 1,5 de mvg carré, ça ne suffit pas. Il faut rajouter un terme de rotation. Donc 1,5 de j θ point carré. Donc ça va être le terme de rotation. Et pour l'énergie potentielle, alors là, c'est beaucoup plus simple. Dans le référentiel terrestre, donc à la surface de la Terre, ça va juste être relatif à l'altitude du point G. D'accord? Donc quand on va faire l'étude énergétique ici, il faudra bien prendre en compte, il ne faut surtout pas oublier en fait cette petite différence là au niveau de l'énergie. Donc tout de suite, on va faire une petite application de tout ça. Donc cette application que je vous propose, c'est tout simplement d'étudier le mouvement de ce système, donc composé d'un enrouleur qu'on va dire parfait, donc sans frottement, sans dissipation énergétique, un enrouleur parfait, une corde inextensible, et au bout une masse m, donc qui est soumise à la gravité. Donc à l'instant initial, on peut poser une abscisse z0 par exemple, et on va repérer par z, une ordonnée z0, on va repérer par z en fait l'altitude de la masse. Donc quelle est la première idée qui nous vient à l'esprit? On a un système où on n'a que le poids qui a une force conservative qui s'applique. Alors on va faire une résolution avec l'énergie. On verra juste après comment on peut faire une résolution avec le théorème du moment cinétique. On a quand même un objet en rotation, théorème du moment cinétique, et puis là, avec le PFD, on a un objet en translation. Donc la résolution énergétique du système, qu'est-ce qu'elle nous donne? Donc on a ici un objet dont l'énergie potentielle peut varier. Déjà, on va écrire la définition de l'énergie mécanique. Donc qu'est-ce qu'on sait? Sur un système conservatif, ici le poids est conservatif. Donc toutes les forces qui travaillent ici dans notre problème sont conservatives, donc on va pouvoir appliquer la très grosse hypothèse, l'hypothèse très puissante donc, de la conservation de l'énergie. La variation de l'énergie mécanique est nulle. Donc ici, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que DEC sur DT, par exemple, plus DEP sur DT, est nul. Donc il ne nous reste plus qu'à trouver l'expression de l'énergie cinétique et de l'expression de l'énergie potentielle. Pour ça, on va tout simplement réutiliser les expressions qu'on a données tout à l'heure. Donc ici, donc EP, ça va être égal à mg z0. Donc on va se placer dans le cadre initial. On va dire que l'énergie potentielle est égale à 0 quand notre objet il est placé à ce niveau-là. Donc par exemple ici, moins mg z0 pour l'énergie potentielle. Pour l'énergie cinétique, ici j'ai 1,5 de m v carré, donc on va prendre v comme la vitesse de la masse. Donc ici finalement ça va être quoi? Ça va être z point. Et puis ici on a θ qui va représenter finalement la rotation de notre objet. Donc du coup ici quelle est l'expression qu'on peut obtenir sur θ point? Θ point finalement qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse angulaire. Vitesse angulaire. On sait que on peut exprimer donc ce point-là de deux façons. C'est la variation d'altitude, parce que ce point-là, en fait, il est directement relié, vu que la corde est inextensible, à la variation de l'altitude. D'accord? Mais on peut aussi le relier
à la rotation du solide qui est de la rotation de la poulie. Donc du coup, on va exploiter ça comme V est égal à la vitesse angulaire multipliée par le rayon. Ici, on a la vitesse angulaire, donc ça fait V sur R. Hein, la vitesse sur le rayon, la vitesse qu'on peut évidemment exploiter sous la forme Z point. Okay, donc là, en fait, on a une expression sur Z point, et là, on va avoir une expression sur Z. Hein. Donc ici, quand je résous, ça va me donner variation d'énergie cinétique est égale à M Z point plus J, je vais remplacer, donc J sur R carré, Z point, donc ça voilà, ça c'est ma variation d'énergie cinétique. Et ma variation d'énergie potentielle ici, donc bon là j'ai mis Z0, c'était peut-être un peu maladroit parce que Z0 c'est mon abscisse au début. Donc non, je vais reprendre plutôt une formulation plus classique. Je vais dire MGZ, c'est-à-dire que de toute façon l'énergie potentielle on la fixe à une constante près. Donc je vais dire que la constante c'est mon état initial vaut 0, et en fonction de l'abscisse Z, si ça diminue, bah, j'ai bien une variation d'énergie potentielle. Donc finalement je vais prendre plutôt cette expression, ce sera plus juste. Et donc la variation d'énergie potentielle ici c'est tout simplement MG Z point. D'accord ? Donc quand je résous, qu'est-ce que ça me donne ? Je rappelle mon expression ici. Eh bien, je somme les termes. Donc là, ici, je vais factoriser. Hein, je vais prendre M plus J sur R carré Z point va être égal à mon MG. Et donc, Z point ici est égal à... donc là, il faudrait que je simplifie tout de suite. Donc je vais faire du M sur M plus J sur R carré G. Et donc finalement, Z point, si je remplace ça par une expression qui va être adimensionnée, hein, je vais avoir moins 1 sur 1 plus J sur MR au carré G. Donc là, qu'est-ce que je remarque ? Bah, que j'ai une chute qui va avoir une chute qui va être plus ou moins qui va être en quelque sorte amortie, qui va être moins violente que si je coupe le fil. Si je coupe le fil, ma masse elle va tomber à la vitesse, enfin, elle va avoir une accélération G, donc finalement elle va gagner de la vitesse plus vite. Mais là, on remarque que dans sa chute, il faut aussi qu'elle entraîne la roue. Donc imaginons qu'on ait un J ici qui soit très très grand. Si ici vous avez un paramètre qui est vraiment très très grand, alors bah, vous vous rendez compte que ici l'accélération va être assez faible. Finalement, Z point va être assez faible. Donc ça, bah, on le remarque bien. Si on met une roue énorme et qu'on met une masse très petite, et ben, bon, évidemment, on va avoir une chute de la masse qui va être très très lente, le temps que l'énergie en fait s'emmagasine dans cette roue. C'est ça qu'il faut comprendre dans le raisonnement énergétique. Alors j'espère que vous avez bien compris toutes ces hypothèses qui vont être importantes dans le traitement d'un exo sur la méca du solide. Ici, on a utilisé l'énergie. Donc, je vous invite à vous entraîner aussi à utiliser le théorème du moment cinétique, à utiliser le PFD. Donc, à chaque fois qu'on va avoir un système complexe, il va falloir appliquer autant de théorèmes que vous avez de parties mobiles dans le système. Donc, je vous laisse travailler. Bon courage et à bientôt.